Je vais faire une petite présentation qui montre l'évolution du climat sur la zone Massif central. Alors, c'est une étude qui a été faite par le réseau d'information sur le changement climatique en Massif central, financé par diverses régions et organes qui suivent l'évolution, et dont Météo France, organes qui suivent l'évolution du climat. Donc ça, c'est des résultats qui ont été observés sur la zone Massif central. Donc, montrer l'évolution qu'il y a pu avoir d'une manière générique, de 1959, sur une période de 50 ans, de 1959 à 2009. Alors, grosso modo, sur la grande zone Massif central, qui est assez vaste, on a eu une augmentation. On observe une augmentation sur cette période, 1959-2009, on a observé une augmentation de la température moyenne de plus 1,3 degré. Ça, c'est une moyenne, sachant que ça a été plus marqué, cette évolution a été plus marquée dans certains coins, notamment la partie sud méditerranéenne, Languedoc, et un peu moins marquée sur les autres régions. Mais il y a quand même une augmentation assez conséquente. Également, cette augmentation, elle amène un réchauffement beaucoup plus marqué sur à différentes périodes, entre les différentes saisons. Et ce qui est observé, c'est qu'elle est beaucoup plus marquée au printemps et en été. Et on a des automnes qui ont été très variables d'une année sur l'autre. Il n'y a pas forcément de choses qui ressortent au niveau de l'automne. Au niveau des précipitations, ce qu'on peut voir sur cette même période est assez neutre finalement. Si on fait une moyenne sur l'ensemble de la zone, assez peu d'évolution en termes de précipitations, hormis deux zones qui ressortent où il y aurait une tendance plutôt à la baisse des précipitations annuelles sur la zone Languedoc, proximité Méditerranée, avec beaucoup plus de fréquences d'orage sur la partie Cévennes, et plutôt une tendance à l'augmentation des précipitations sur la partie Bourgogne, qui est assez hétérogène finalement, parce qu'elle ne concerne pas forcément toute la région Bourgogne. Ce qui a été observé sur cette même période, c'est une diminution de la durée d'enneigement et des périodes de gelée dans le temps, l'accumulation des périodes de jours de gelée sur l'année, qui est en décroissance assez permanente, et la durée d'enneigement. Okay. Et ces résultats, ces différents éléments amènent de plus en plus, donc il y a plusieurs études qui se sont associées et qui montrent à peu près toute la même chose, c'est qu'on a de plus en plus, on voit de plus en plus un assèchement des sols, une évolution importante de l'évapotranspiration. Donc on a à peu près autant de pluie qui descendent, mais on a de plus en plus d'évaporation, et finalement ce qui reste d'utile pour l'agriculture tend à réduire. Donc assèchement des sols marqué dans certains secteurs, et c'est ce qui touche les agriculteurs, on en parlera tout à l'heure, cet assèchement qui est problématique. Et augmentation des épisodes de sécheresse, moi ça va avec ça, on a un climat qui sur cette période a été assez aléatoire, donc il y a des grosses périodes, on a une sécheresse de plus en plus marquée l'été, il y a aussi des automnes qui sont de plus en plus aléatoires, qui peuvent être très secs dans certains coins, ou au contraire très humides en fonction des orages qui passent. Alors parmi ces impacts, en fait, nous on travaille avec les agriculteurs au sein de l'ADMM, et on a dans un premier temps repéré un petit peu les impacts que ça avait eu, que ces événements climatiques, qu'ils soient sécheresse ou excès d'humidité, parce que ça peut être ça aussi, ça peut être des précipitations sous forme orageuse trop importantes, les effets que ça pouvait avoir sur l'agriculture. Donc dans le tableau que vous avez ici, par saison, on a essayé de représenter par des plus, des moins ou des plus ou moins l'effet de ce changement climatique observé sur le passé. Donc c'est pas encore on n'est pas sur des simulations. Et on observe grosso modo, donc on a défini des grandes thématiques sur l'implantation des cultures, donc des périodes qui seraient plus favorables, donc l'été, des hivers qui seraient très aléatoires, et grosso modo des printemps qui seraient beaucoup moins favorables à l'implantation de couverts. L'accessibilité aux parcelles, dans le même cadre. Bon, ce qui nous concerne plus spécialement dans la partie élevage, c'est la partie pousse de l'herbe. Donc il y a à la fois des effets positifs et il y a des fois des effets négatifs. Et des fois, ce n'est pas forcément ceux auxquels on pense. Au niveau de la pousse de l'herbe, il y a quelque chose. Un des effets de l'évolution du climat, c'est un départ en végétation beaucoup plus précoce au printemps, donc des durées de mise au pâturage plus précoce. C'est aussi des durées de végétation plus tardives, donc maintien de pâturage plus tardif. Par contre, on a une période de plus en plus séchante l'été, donc moins disponibilité au pâturage ou de l'herbe en général sur cette période estivale, et des automnes très aléatoires.
Et également sur les conditions d'implantation, donc ça on l'a déjà un petit peu vu. Les conditions de récolte, c'est pareil, ça devient de plus en plus aléatoire, qu'on fasse du foin. Bon, ce matin, il y avait Christian Galtier qui parlait de sa partie ensilage. Sur cette zone-là, c'est une partie qui est assez sensible. On a beaucoup d'orages en début d'été. Et en fait, finalement, l'ensilage, certes, bon, il peut être critiquable, mais sur ce secteur-là, c'est une manière de garantir un stock alimentaire de valeur alimentaire correcte ou bonne pour passer l'hiver qui va suivre. Une possibilité, voilà. Donc des conditions de récolte qui sont de plus en plus aléatoires au printemps, à l'automne, et qui sont globalement, on voit dans certaines zones, notamment sur la partie montagne, plus on est en altitude, en fait cet effet de l'augmentation de la température favorise la pousse de l'herbe en zone de montagne et permet un agrandissement de la période d'utilisation. Et sur les quantités de récolte, bon, mais ça c'est assez... ça semble plutôt favorable du coup sur l'altitude. Alors la courbe que vous voyez sur le bas de l'écran qui dépasse, c'est une courbe, c'est des travaux qui ont été menés par l'INRA. Donc vous voyez la courbe en bleu, c'est une évolution réelle, c'est l'évolution de la pousse de l'herbe, croissance de l'herbe en kilo de matière sèche par jour, par hectare et par jour, sur l'année au cours du temps. Donc ça, c'est ce qui s'est passé réellement sur une zone de Piémont des Pyrénéens, donc de 1980 à 2009. Et il y a eu des travaux qui ont fait des simulations en partant sur le principe d'un certain scénario du GIEC, donc le groupement qui travaille sur le climat, simuler cette évolution et l'effet que pourrait avoir cette évolution sur cette même prairie qui était étudiée. Et donc, parmi les résultats qui sont présentés, voilà, on observe cette partie, l'effet au niveau du printemps, donc un départ en végétation beaucoup plus précoce, un effet pousse de l'herbe beaucoup plus marqué au printemps, un boom, un départ en végétation très fort, mais voilà, ça exprime un petit peu ce qui était présenté avant. Donc une sécheresse de plus en plus marquée l'été, avec nécessité, dans beaucoup de cas, dans de nombreux cas, de passer une partie des stocks dédiés au fourrage hivernaux, enfin à l'affouragement hivernal, sur cette période estivale de mois d'août, juillet-août, et des productions assez aléatoires à l'automne. Et bon, là, c'est pas très marqué sur ce graphique, mais on espère de plus en plus pouvoir essayer de pâturer sur la période hivernale, de plus en plus tard quasiment, et dans certains secteurs où la neige ne devient plus un élément limitant, pâturer en plein hiver, en pleine période hivernale. Alors, parmi les pistes de travail, donc on travaille avec des groupes d'éleveurs sur cette thématique-là dans les différents départements, régions. Et parmi les pistes de travail, et ben on se rapproche de plus en plus sur les végétations, des moyens de végétation qui étaient historiquement, enfin par le passé très utilisés, c'est les végétations semi-naturelles, ce qu'on appelle semi-naturelles. Bon, grosso modo, ça peut être dans certains coins les feuilles d'arbres, ça peut être les ressources à l'automne, les glands et tout ce qui est fruits de la partie forêt ou arbustive. Et en fait, ces ressources, au travers d'ADMM, ce matin vous avez vu un exemple de diagnostic pastoral qui a été fait dans l'Hérault. Voilà, c'est arrivé à reconnaître les ressources présentes sur le territoire pour les utiliser de manière successive, de manière intelligente, pour les avoir tout le temps au cours de l'année et pouvoir répondre aux besoins des animaux en termes d'alimentation. Donc là, je vous ai mis... Donc chaque couleur, ça correspond à un mois, ça va de janvier à décembre. Donc c'est le temps qui passe. Et les courbes montrent l'évolution de la disponibilité alimentaire. Ça correspond un peu à la période de production, de croissance, on va dire. Donc vous retrouvez les prairies permanentes et temporaires qui ont leur pic de production printanière avec des petites repousses automnales. Les prairies temporaires, permanentes plutôt, qui se défendent un petit peu plus sur la période estivale avec un peu plus de défense ou du moins de report sur pied, qui ont capacité de garder de la valeur alimentaire sur pied, qui peuvent être utilisés en période estivale. Et voilà, on a ces connaissances-là, on essaie de les affiner par l'usage. Il y a des groupes qui travaillent sur les végétations semi-naturelles, type calune, des végétations qu'on pense ne pas être utilisables par les animaux. Et finalement, on sait qu'à certaines périodes, des calunes ou certains arbustes ont des très très bonnes valeurs alimentaires, ont un intérêt fourrager très important, mais il faut les utiliser à certaines périodes. Ça ressort de là, ou les arbres, ou les feuilles d'arbres, ou des taillis. Bon, il y a des travaux qui sont menés un petit peu partout sur ces thématiques, mais voilà. Nous, notre travail, c'est d'arriver à comprendre
Quand poussent ces ressources, quand elles sont disponibles, est-ce qu'elles sont en capacité de faire des reports sur pied pour pouvoir les utiliser à différents moments dans le temps, et notamment à des moments où l'herbe, ressource principale, n'est pas forcément à disposition, et monter des systèmes fourragers qui sont beaucoup plus résilients aux aléas, sécheresse ou humidité, où il y a plein d'aléas différents. Et l'objectif aussi, donc, dans la mouvance SPEA, donc système économe et autonome, c'est d'aller vers des systèmes qui sont peu sensibles, qui demandent peu de coûts d'entretien, de conduite, qui soient périns dans le temps, et voilà. Et un aspect prix-coût qui n'est pas négligeable. Alors, un des travaux qui a été mené, vous devez l'avoir dans vos pochettes, on avait publié ça dans un des bulletins, c'était une synthèse de différentes manières de pouvoir aborder le changement climatique sur les exploitations. Et on avait fait une espèce de graphique qui reprenait différents autres travaux menés et qu'on a essayé de développer un petit peu plus. Et donc on parlait de stratégie de compensation, donc c'est compenser, de manière exceptionnelle, j'ai un problème, je vais compenser un déficit fourrager, ou de manière anticipée, beaucoup plus où j'anticipe avant de faire face à ce problème-là. Et pareil, action plutôt court terme à des actions de plus long terme ou moyen terme. Voilà. Ce tableau, il est exhaustif. Je pense que par l'avenir, et nos travaux et la poursuite des travaux, il va se mener à s'enrichir. Mais aujourd'hui, c'est un peu des pistes. Alors plus on est vers le haut et à droite, plus on est sur des systèmes d'anticipation à long terme, plus nous, on considère ça comme étant résilient, intéressant. Et donc, vous allez voir au travers des exemples des différentes fermes, la situation de tout ce qui a été testé sur les fermes et les résultats que vont témoigner les producteurs sur est-ce que ça a marché, est-ce que ça n'a pas marché, qu'est-ce que ça m'a amené. Voilà. Une des particularités, voilà, nous, c'est qu'on a tendance, on met en tête, en haut dans la résilience, c'est la partie utilisation de surface semi-naturelle. Et ça sera abordé un petit peu avec la valorisation de zones humides. Alors souvent, la zone humide, c'est quelque chose qui fait défaut. En agriculture, on a eu souvent tendance à les drainer. Mais une zone humide, en période estivale, elle produit, alors que les autres prairies, elles sont sèches. Et donc Éric Jarras pourra témoigner tout à l'heure de l'utilisation.